Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique avec Eric Manirakiza. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, Burkina Faso, les forces de défense sécurisent la nationale numéro 16, route vitale entre Ouagadougou et le Togo, pour préserver l'approvisionnement de la capitale. Crise humanitaire à Adré, dans l'est du Tchad. L'afflux de réfugiés soudanais met à rude preuve les ressources de l'ONU et du gouvernement de N'Djamena. Malgré l'insécurité, la culture et le tourisme au Burkina Faso se redynamisent grâce au tourisme local et régional. Nous suivrons un reportage de Alidou Ouedraogo à Bobo Dioulasso. Atrocité au Mali, forces armées maliennes et mercenaires présumés de Wagner, accusés d'exécution et de torture sur des civils. L'ONG Human Rights Watch appelle à des actions à suivre dans notre fait marquant de la semaine. Vous nous suivez en direct sur VOA Afrique, Facebook et YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Depuis 2015, le Burkina traverse la crise sécuritaire la plus grave de son histoire. Outre les pertes en vies humaines et les déplacements massifs de populations causés par cette crise, les groupes armés terroristes tentent de fragiliser des secteurs clés en ciblant des infrastructures vitales. C'est notamment le cas de la route nationale numéro 16 qui relie le pays au Togo. Au fil des années, cette route est devenue dangereuse, mais récemment, les forces de défense et de sécurité burkinabées ont été déployées dans la zone pour protéger et sécuriser cet axe vital essentiel à l'approvisionnement du Burkina Faso. Notre correspondant, Gilles Dasda, a effectué le voyage sur la partie la plus à risque de cette voie. Voici son reportage. Nous sommes sur la voie communément appelée route de Cinquancé, à environ 35 km de la frontière avec le Togo. Le balai des gros porteurs se poursuit sur cette route nationale numéro 16, celle qui relie le Burkina au port de Lomé. Un axe des plus stratégiques qui a connu des attaques terroristes il y a quelques mois. Des chauffeurs de bus comme Ahmed en ont souffert. Avant, lorsqu'on empruntait cette route, il fallait arriver à destination pour être sûr d'être en vie. On n'avait pas le choix, il fallait travailler. Pour d'autres comme ce chauffeur routier togolais, la frayeur a pris forme lors d'un voyage il y a 5 mois. Un contrôle terroriste à peine quelques kilomètres de la ville de Bitou. Bon, c'était vers Penkouré, après Bitou là. C'est là-bas je suis venu les croiser. Mais ils nous ont fait garer, ils n'ont pas dit quelque chose, ils n'ont rien dit. Ils nous regardaient seulement après tout. Bon, ils sont rentrés dans les villages là, en train de promener. Après tout, ils ont viré la route qu'on n'a qu'à passer. Ils n'ont rien fait comme mal. Par contre, ce chauffeur de camion remorque, lui, a vécu des faits bien plus tragiques. C'était à l'entrée de Noao, village situé à 6 km d'ici. Je suis tombé sur eux. Je ne pouvais pas m'enfuir. Ce jour, ils avaient arrêté beaucoup de personnes sur la route. Ils ont emporté 4 camions remorques de type plateau, ainsi que des voitures d'occasion, au nombre de 4 aussi. Ils ont aussi tué 2 jeunes qui conduisaient leur tricycle. Ils les ont abattus devant nous, puis ils sont partis dans la brousse. Ensuite, les terroristes vont incendier des camions sur la route, comme l'atteste cette vidéo d'un témoin. Avant, les hommes armés avaient pris le soin de proférer des menaces. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus voir les ressortissants de certaines localités, comme Cinquancé, Sougournoma, Yargatenga et Bitou. Ils disaient qu'ils allaient mettre ces zones sous blocus.
Cette route vitale est le principal axe de ravitaillement du Burkina, mais aussi du Mali et du Niger. Elle revêt un enjeu économique majeur pour ces pays. Des centaines de camions et cars de transport passent ici chaque jour. Et depuis les attaques, la zone a été fortement militarisée. Et des effets se font déjà ressentir, selon notre routier togolais. La nuit ou dans la journée, on roule, on n'est pas tranquille. Maintenant, Dieu merci, même si c'est la nuit, on roule, même nous sommes en sécurité. Voilà. D'autres usagers appellent à plus de vigilance. Ce sont les militaires qui nous aident. Sans eux, cette route serait impraticable. Que les autorités renforcent la surveillance, sinon, ce n'est pas simple. On ne peut pas non plus abandonner notre travail, sinon on va mourir de faim. Son inquiétude est soutenue par des attaques récentes dans des localités non loin de la route. Preuve que ce axe d'importance capitale n'a pas encore retrouvé totalement sa quiétude d'antan, notamment ce tronçon Tenkodogo-Bitou-Sinkansé. Gilles Dasda de retour de la route nationale numéro 16 dans le centre-est du Burkina pour VOA Afrique. Voilà, pour planter le décor et comprendre ce qui se passe, nous nous rendons à Ouagadougou pour continuer la conversation sur ce sujet. Gilles Dasda est avec nous. Gilles Das, bonsoir. Bonsoir Eric. Gilles Das, quelles sont les principales menaces et défis que les forces de défense et de sécurité burkinabées doivent affronter lorsqu'elles protègent la Nationale 16? Alors, c'est principalement des embuscades. Il y a aussi des attaques terroristes dans des villages aux alentours et aussi des pillages. Mais vous avez entendu dans le reportage, il y a des détournements de camions et des détournements aussi de citernes qui contiennent du carburant. Alors, on sait que dans certaines zones, les terroristes vendaient le carburant des citernes détournées à vil prix. Il y a donc un flux continu de trafic routier et il faut aussi savoir exactement qui va où et qui fait quoi. Parce que selon nos informations, certains transporteurs sont complices et ravitaillent les terroristes. Donc il faut, pour les militaires, réussir à démêler tout cela. Et la tâche qui attend ces hommes-là, c'est cette tâche qui attend ces hommes-là plutôt. Donc il y a plusieurs corps militaires déployés sur place. Il y a aussi principalement des unités d'élite qui ont été déployées parce que c'est une route qui a vraiment une importance capitale, comme je vous l'ai dit dans le reportage. Et comment cette situation sécuritaire affecte-t-elle la vie quotidienne des populations vivantes le long de cette route? Parmi les localités riveraines, certains ont déjà vécu des attaques, Eric. C'est le cas de la ville de Bitou ou encore la commune de Yargatenga. Alors, dans la plupart de ces villes et villages situés aux abords de la voie, l'économie tourne au ralenti. La vie au quotidien, ça a pris un sérieux coup. Alors que c'était des populations qui vivaient, si on peut le dire, un peu à 100 à l'heure, parce que c'était des populations où il y avait une forte économie nocturne, les débits de boissons, les boîtes de nuit, les restaurants. C'était vraiment des villes qui vivaient fortement. Mais actuellement, il faut le dire, ce sont des villes où à 22h ou à 23h, les populations dorment déjà. Pourtant, il n'y a pas de couvre-feu. Malheureusement, l'économie a pris un certain coup. Et tous ceux qui arrivaient à trouver facilement leur pitance quotidienne ont beaucoup de difficultés actuellement parce que les choses ont changé et les gens sont plus cantonnés sur la sécurité et toute personne étrangère dans la ville devient une personne suspecte. Et donc, la crainte des habitants de ces villes-là, c'est que la situation nous bascule encore à nouveau à fait terrible. Quelles sont les perspectives d'avenir pour la sécurité et la stabilité de cette route et la stabilité globale du pays face à la menace persistante des terroristes, Gilles Das? Alors, c'est une très grosse question pour la sécurité de cette route. Je crois que de grosses opérations sont toujours en cours dans les villages alentours. Je crois que l'intérêt, c'est de pouvoir éloigner les terroristes qui sont encore signalés dans les villages aux alentours. Et c'est par ces villages-là qu'ils passent en fait pour pouvoir attaquer les gens qui passent sur cette route-là. Donc, il y a une grosse armada qui est déployée sur place. J'ai pu constater les mouvements réguliers des troupes militaires. L'objectif est vraiment de pouvoir sécuriser la route à 100%. Et pour cela, il faut repousser les terroristes très très loin de cette zone-là.
Alors, pour ce qui concerne la stabilité générale du pays, en quelques secondes, c'était un peu prétentieux de ma part d'être très précis, mais il y a des localités qui ont été reprises comme Obiré. Il faut à chaque fois installer des troupes. Conséquence, le pays s'est enfoncé dans des recrutements militaires qui se démultiplient. Il y a aussi des VDP qui sont aux premières lignes, qui aident à tenir leur localité. Et vous le savez, des nouvelles taxes ont été imposées aussi au Burkinabé pour l'effort de guerre, c'est-à-dire qu'il faut payer du matériel et nourrir tout ce beau monde-là qui se bat en fait pour que le pays ne tombe pas. Et l'un dans l'autre, ça sera une lutte de longue haleine et il faut s'y préparer avec minutie et surtout avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup Gildas pour toutes ces précisions. Nous poursuivons cette discussion avec notre analyste, le docteur Ali Tounkara, expert au Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il est avec nous. Monsieur Tounkara, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les principaux défis sécuritaires auxquels font face les pays du Sahel pour sécuriser les routes et assurer l'approvisionnement de leurs villes? Alors, concrètement, les défis sont énormes, pluriels et même complexes. Et parmi ceux-ci, on peut d'emblée retenir trois rapidement. Le premier, comment déjà identifier les entrepreneurs de la violence. Il y a des difficultés au niveau des frontières dans ces localités dont il est question. Les entrepreneurs de la violence, malheureusement, arrivent par moments et par endroits se fondre parmi les populations. Le deuxième défi, très rapidement, c'est aussi lorsqu'on regarde la présence des forces de défense de sécurité qui sont au niveau des frontières, sont des éléments qui ne sont pas forcément outillés d'un arsenal militaire impressionnant, voire imposant. Et de ce fait, les frontières étant distantes des capitales, à comment, dans un avenir aussi court, peut-on les doter avec autant de moyens logistiques importants? Le troisième défi qu'on peut justement relever à ce niveau, ça a été rappelé par votre correspondant. Dans ces localités, malheureusement, des complicités locales permettent à ces groupes radicaux violents non seulement de s'attaquer au symbole de l'État, mais dans le même temps de réduire de façon drastique la mobilité des communautés. Donc ce sont ces défis, entre autres, qui se posent aujourd'hui à ces États sahéliens confrontés à cette mobilité terroriste. Et quel rôle jouent les pays du Sahel dans la coopération sécuritaire pour lutter contre ces menaces transfrontalières et protéger les voies d'approvisionnement régionales? Les initiatives régionales ou sous-régionales ne manquent pas. Pour rappel, nous avons l'autorité de l'Itaco-Gouma, sans occulter le G5 Sahel, même l'initiative Dakar. C'est donc pour dire que les initiatives, du point de vue formaliste, ne manquent pas. Mais sauf que lorsqu'on interroge ces différentes organisations sous-régionales en termes de coordination, en termes de mutualisation des efforts, malheureusement, on se rend compte que les partages d'informations restent, par exemple, un élément essentiel pour identifier ces entrepreneurs de la violence, mais ces États, certes engagés dans une dynamique de coopération, malheureusement, sont traversés par des clichés, sont traversés par des interférences, sont traversés par des positionnements, parfois dont certaines puissances militaires font l'objet dans les Sahel. Toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, en dépit de l'existence de tous ces organismes qui sont l'autorité de l'Itaco-Gouma, l'initiative Dakar, le G5 Sahel, malheureusement, les États du Sahel ont du mal à mutualiser les efforts, ont du mal même à procéder par des coopérations militaires conjointes. Vous êtes expert en matière de sécurité. Selon vous, que peut-on faire au niveau de ces pays sahéliens pour renforcer la sécurité dans la région en vue d'assurer la libre circulation des biens et des personnes malgré ces défis sécuritaires? Alors, il faut aller au cas par cas, mais objectivement, lorsqu'on regarde de façon analytique les défis qui sont communs, on peut penser plus ou moins à des solutions qui soient à la limite qu'on peut l'étendre ou les étendre à quasiment à tous les pays du Sahel. Parmi ces réponses rapidement, il serait important aujourd'hui de renforcer la sécurité au niveau des frontières. Quand on regarde la mobilité des personnes ainsi que celle des biens, malheureusement, cette porosité des frontières, en dépit de la présence des menaces terroristes, n'a pas été du tout, des solutions n'ont pas été apportées par les autorités. À cela également, on peut comprendre comment une certaine présence militaire serait aussi
ou succomberait à des pratiques collectives. L'autre réponse rapidement qu'il faut proposer à ces défis pluriels et complexes, c'est de travailler également avec les communautés à la base. Le terrorisme ne peut prospérer que si seulement si des complicités locales sont mises. Comment aujourd'hui amener les communautés qui sont aussi distantes des frontières ou des capitales pour que celles-ci puissent non seulement comprendre l'utilité sociale de l'État et de là à renoncer justement à l'offre terroriste. Or, on se rend compte que les différentes réponses qui sont proposées par les États, les différents acteurs qui incarnent les États au niveau des frontières sont perçus comme des prédateurs. Donc il faudra revoir cela de façon très rapide. Et dernier élément rapidement en termes de réponse, il serait quand même important qu'on trouve une sorte de plateforme entre ces États frontaliers, à partir de laquelle plateforme des identités des personnes peuvent être contrôlées et même partagées. Mais malheureusement, quand on regarde entre le Burkina et le Togo, et même entre le Burkina Faso et le Mali, on se rend compte que théoriquement, il y a une plateforme, le G5 Sahel, qui est censée jouer ce rôle, mais malheureusement, la plateforme ne fait pas l'objet d'une coopération effective réelle en termes de partage d'informations sur la mobilité des personnes ainsi que celle des biens. Merci beaucoup, Ali Tunkara. Je rappelle que vous êtes expert au Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci beaucoup pour votre expertise. Merci. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Direction le Tchad, la guerre au Soudan entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide a eu de graves répercussions sur la population de la ville d'André, une localité tchadienne située à l'est à la frontière avec le Soudan. L'afflux massif de réfugiés soudanais cherchant désespérément à échapper aux violences constitue un fardeau considérable pour le système des Nations Unies et le gouvernement de N'Djamena, qui éprouvent des difficultés à prendre en charge ces personnes ayant tout perdu. Focus Sahel s'est intéressé à la vie de ces réfugiés. C'est un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar. Nous sommes vraiment dépassés. Ce qui se passe ici à Dvé, c'est un drame. Madame Violette Kakioma, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad. Selon le dernier chiffre mis à jour par le système des Nations Unies, le Tchad a accueilli à la date du 21 juillet 2023 quelques 768 129 personnes fuyant les violences au Soudan. Un chiffre qui pourrait atteindre 300 000 à la fin de l'année si une solution n'est pas trouvée entre les belligérants du Soudan. On a fui la guerre pour nous retrouver au Tchad sans nos parents. Nous nous installons ici puisqu'il n'y a pas d'eau à boire ni de quoi manger. On n'a pas de médicaments pour nous soigner en cas de maladie. Nous sommes tous désemparés et désœuvrés. Si la paix revient au Soudan, je vais repartir, sinon je compte rester ici. Toutes nos maisons sont brûlées. On a tout perdu, raison pour laquelle on a fui pour venir au Tchad. La situation derrière nous est vraiment confuse et donc nous n'avons pas d'autre choix que de chercher à nous mettre à l'abri. Pour des mesures préventives, des milliers de personnes traversent la frontière tous les jours, comme le dit Laura Lo Castro, représentante du SR au Tchad. C'est les gens qui traversent la frontière et ils te disent qu'ils ont dû se mettre parmi les cadavres pour sauver leur vie. Et il y a les mamans qui arrivent et qui disent que malheureusement il y a une fille et un fils qui sont restés de l'autre côté parce qu'ils n'avaient pas la force de marcher jusqu'au Tchad. Et après, le grand nombre de blessés qui ont passé la frontière, les gens, on les voit en situation de malnutrition, ils ont très peu de moyens et donc ça rend cette crise encore plus urgente. Madame Violette Kakioma, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, pense également que la situation d'Adré est une urgence dans l'urgence. Si demain 2000 encore arrivent et le lendemain 2000 encore arrivent, nous ne voyons pas comment
nous allons vraiment pouvoir répondre aux besoins. Et nous ne pouvons pas laisser ici les femmes et les enfants mourir. Je ne pense pas qu'il y ait une justification pour une guerre qui cause assez de misère. Pour les autorités de N'Djamena, la crise au Soudan est un grand choc pour le Tchad et demande à la communauté internationale de trouver un moyen pour obliger les belligérants de cesser de se faire la guerre. Saleh Kebzabo est le premier ministre de la transition. Au-delà du grand choc que nous accusons et que nous continuons d'accuser parce que les réfugiés continuent toujours d'affluer tant que la guerre va continuer, je voudrais demander pour que les grandes puissances se mobilisent afin de mettre fin à cette guerre. La guerre du Soudan est à tout point de vue dangereuse pour le Tchad. Il faut donc appeler les belligérants à la raison et trouvons les moyens de les obliger à s'arrêter de faire la guerre pour que les dégâts cessent. Le Tchad accueille sur son sol depuis plus de 20 ans plus de 400 000 réfugiés fuyant les violences du Darfour selon les autorités tchadiennes de transition. Et avec ce nombre croissant de réfugiés, Adré, une petite ville frontalière entre le Tchad et le Soudan d'environ 40 000 habitants, risque de s'imploser. La secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohamed, en visite au Tchad, a salué le courage des réfugiés et la générosité de la communauté tchadienne et appelle à une grande mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les réfugiés et les communautés hôtes. André Kodomadjingar N'Djamena pour VOA Afrique. Merci André pour ce reportage. Human Rights Watch accuse les forces armées maliennes et des combattants étrangers assimilés aux paramilitaires russes du groupe Wagner d'avoir exécuté des dizaines de civils dans le centre du Mali depuis décembre 2022 lors d'opérations anti-djihadistes. L'ONG dénonce également des cas de torture, destruction et pillage de biens appartenant à des civils. Human Rights Watch presse l'Union africaine, la CEDEAO, d'agir contre ces abus avant le départ de la mission des Nations Unies d'ici fin 2023. C'est notre fait marquant de la semaine. Et pour en parler, nous retrouvons Sékou Tangara de notre station partenaire à Bamako, Africable Télévision. Monsieur Tangara, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment les Maliens réagissent-ils face à ces accusations impliquant notamment les forces armées maliennes et les combattants assimilés au groupe Wagner? Alors, il y a deux réactions de Maliens. La première, c'est un peu le citoyen lambda, l'homme de la rue, qui semble pas très au courant de ces rapports-là, puisque c'est en français. Et pour ce type de Malien, c'est une histoire entre grandes personnalités, une histoire entre le Mali et ses partenaires. La deuxième catégorie de Maliens, ce sont ce qu'on peut appeler les gens lettrés, ceux qui s'intéressent à l'actualité. Et quand on leur pose la question, les rares qui osent répondre à votre question pensent encore une fois aux deux poids, deux mesures. On ne comprend pas. Au moment où l'armée malienne essaie de monter en puissance, qu'elle soit freinée dans son altitude par ces rapports-là qui l'incriminent. Et ces catégories de Maliens posent encore la question pourquoi souvent à l'attaque de villages, d'exactions sur des populations civiles, il n'y a pas eu par exemple de rapport de Human Rights Watch. Donc ce sont deux catégories de Maliens. Le Malien lambda n'est pas très au fait de ce rapport-là. Mais ceux qui sont lettrés, quand ils en parlent, ils pensent que c'est du deux poids deux mesures. Oui, donc c'est une question que vous avez traitée au niveau des médias et tout ce que vous venez de citer sont des réactions suscitées par cette couverture médiatique. Et quelle a été la réaction officielle du gouvernement? Les autorités ont-elles répondu à ces allégations et pris des mesures pour enquêter sur ces incidents? Oui, les autorités maliennes ont répondu par l'entremise du ministère des Affaires étrangères dans un courrier en date du 20 juillet dernier. Le ministère des Affaires étrangères s'adresse à Human Rights Watch et un courrier de 3 pages. Le gouvernement déplore, selon lui, le caractère léger de ce rapport, notamment au niveau de la méthodologie, puisque pour le gouvernement, la méthodologie a été basée sur des allégations, des témoignages, des écoutes à travers le téléphone, alors qu'il aurait fallu que l'équipe d'enquêteurs se rende sur le terrain. Le gouvernement rappelle également que le pôle judiciaire antiterroriste avait ouvert une information par rapport à ces allégations-là, qu'il devrait s'en tenir aux conclusions de cette information judiciaire. Donc, en conclusion, le gouvernement déplore et rejette
le contenu de ce rapport. C'est un courrier du ministère des Affaires étrangères. En quelques secondes, Tangara, des organisations locales de défense des droits de l'homme ou des personnalités politiques maliennes ont nécessairement pris position. En quelques secondes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, il y a certains qui ont parlé, mais puisque le thème est un peu délicat, ils ne sont pas très nombreux à s'avancer publiquement. C'est souvent sur les réseaux sociaux qu'il y a des Maliens qui partagent un peu le contenu de ces rapports-là, qui pensent même qu'une communauté particulière est souvent indexée, en l'occurrence les Peuls, mais la grande fêtière des communautés Peuls, par exemple Tabital Poulakou, a fait des sorties officielles dans lesquelles, par exemple, elle pense que les terroristes sont dans toutes les ethnies et qu'il n'y a pas de particularité. Merci, Sékou Tangara, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes de notre station partenaire Africable Télévision à Bamako. Merci. L'instabilité sécuritaire au Burkina Faso a fortement affecté le secteur culturel et du tourisme, incitant les acteurs concernés à se tourner vers une clientèle locale et régionale pour leur survie. Abobo Dioulasso, Alidou Ouedraogo explique comment cette adaptation des acteurs locaux a mis en valeur le tourisme local et régional. Suivez. Le marché est africain maintenant, puisqu'on voit que c'est les clients qui sont les Burkinabés, les Ivoiriens et puis les Maliens. Oui, le marché est vraiment africain depuis que les touristes n'affluent plus au Burkina Faso, comme le dit la tisseuse Angèle Traoré. Dès le matin, elle est dans son atelier à Bobo Dioulasso au sein de la maison des artisans. Elle tisse du matin au soir. En lieu et place des touristes, ce sont des Burkinabés qui ont pris la relève. Ceux qui veulent faire des cadeaux de mariage, des cadeaux à leurs proches, des cadeaux pour envoyer peut-être en Côte d'Ivoire. Et puis on a quelques clients en Côte d'Ivoire et puis au Mali. Sauf ça, seulement, sinon il n'y a pas de marché. En l'absence d'acheteurs occidentaux qui sont les premiers clients, réadapter le marché aux besoins nationaux est une obligation. Idriss Hassana, pour survivre, doit tailler dans du bois chaque jour pour satisfaire le besoin local. Actuellement, comme les touristes ne viennent pas, les femmes commencent à acheter les ustensiles de cuisine, des louches, des cuillères, des bols en bois. C'est ça qu'on arrive à vendre. Délaissé pendant longtemps, le musée Sogosira Sanou renaît de ses cendres grâce à des initiatives locales. Aujourd'hui, le musée est un pôle d'attraction selon son chargé de tourisme, Casimir Ouedraogo. Pendant les classes, je pense que chaque jour c'est plein. Il y a 2-3 bus qui amènent les enfants pour visiter le musée. Donc on peut dire que ça a repris. Et les week-ends aussi, comme c'est les vacances, on est en train d'organiser vraiment les camps touristiques pour qu'ils puissent découvrir notre circuit touristique dont les musées sont inclus. Cette initiative de promotion de la culture a payé. Faisal Ouedraogo est élève et pour la première fois, il visite le musée Sogosira Sanou. On voyait les Blancs donc, qui venaient de l'extérieur, les gens de l'extérieur qui venaient visiter. Nous, on ne pensait même pas que c'était quelque chose de bien. Donc, on ne prêtait même pas attention à ces genres de trucs. Donc... Adapter le marché de l'art au contexte de l'heure ou périr est la seule option qui s'offre aux artisans et artistes burkinabés. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités. Merci à nos correspondants. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Lionel Runaniragahima et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue,
Vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.